spécialistes, c'est dans un court instant. Mais avant, on revient sur le bilan, du dernier bilan du gouvernement. Hier, on a suivi Daouda Mohamed Kamara. Et chaque jour, on essaie de faire le bilan sur l'état des lieux en termes de dégâts, d'apports et tout. Justement, et c'est ce qu'on avait demandé, une communication structurée, une communication qui intègre les différentes facettes et qui permettent à la population de suivre jour après jour ou même minute après minute l'évolution de cette situation. Donc on a vu le ministre porte-parole du gouvernement hier sur le petit écran de la télévision nationale qui est venu avec deux communiqués. Un premier communiqué qui faisait le point du bilan de ce sinistre. Et aujourd'hui, si jusqu'à hier, dans la matinée, on était à 18 et 20 morts. Et hier soir, le bilan, il est allé à 23 morts. Et sur les 23 morts, il y a 10 qui ne sont jusqu'à présent pas identifiés. D'accord. On ne sait pas comment ils s'appellent, on ne sait pas qui ils sont. Tellement le degré de avec la brûlure et tout. Le degré de la brûlure était grave. Donc 10 restent encore non identifiés. Donc je crois que c'est une occasion, pour ouvrir une parenthèse à ce niveau, c'est une occasion pour les citoyens de faire des déclarations de perte de leurs connaissances, de leurs parents, de leurs frères ou sœurs, afin de permettre aux autorités de savoir, de vérifier davantage est-ce que telle personne dont on dit disparue depuis telle, est-ce que c'est la personne, ça coïncide à la personne. Mais il y a aussi un autre aspect très pitoyable dans la situation. Vous savez, il y a des jeunes Guinéens aujourd'hui, il y a des Guinéens qui peuvent être simples vigiles au port ou au dépôt, entre autres, mais dont les voisins ne savent pas ce qu'il fait. Oui. Il sort le matin, il dit ce qu'a fait Waldé. On ne sait pas où il travaille. Tout à fait. Donc, quand il y en a aussi qui n'ont pas d'attache. Qui n'ont pas d'attache. Oui. Donc, quand des trucs comme ça arrivent, quand vos proches ne savent pas où vous partez, donc quand il y a des incendies comme ça, des incidents comme ça, on ne peut pas imaginer que tel peut être à tel endroit. Parce que s'il y a par exemple un accident qui se passe à Rabat, je ne le souhaite pas, et les premiers concernés en Guinée par exemple, c'est ceux qui ont des parents. Qui connaissent, qui savent qu'ils ont des parents à Rabat. Oui. Donc ils s'inquiètent pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais lorsque vous ne savez pas si votre voisin, votre frère travaille au dépôt ou à côté du dépôt, vous ne savez pas où il travaille, des choses comme ça, vous vous inquiétez de sa disparition, mais vous ne pouvez pas douter que ce soit à cet endroit qu'il a disparu. Donc il faut interpeller les citoyens à faire des déclarations. S'ils ont un proche qui a disparu depuis cette date, qu'ils fassent la déclaration pour savoir, pour permettre quand même d'identifier ces 10 cadavres. Alors, l'autre l'autre aspect qui a été soulevé, c'est qu'il y a aujourd'hui un risque de santé. Ce risque de santé, ça a été bien énuméré par le porte-parole du gouvernement. Il a, tout à fait, il est revenu, oui. Il est revenu sur cela. Oui. Et il dit que les services de santé et ceux de l'environnement font état d'une propagation de particules en suspension, provoquant parmi les personnes consultées les troubles respiratoires, d'audition, de la vision et des céphalées. Oui. Ça, ce sont les personnes qui ont été directement touchées, je vais dire, sous le feu de l'action. Mais aujourd'hui, il n'y a pas à occulter qu'il y a encore d'autres risques qui planent dans l'air. Oui. Il y a encore d'autres risques qui planent dans l'air. C'est pourquoi, d'ailleurs, plus loin, je crois, il l'a dit, le ministre porte-parole du gouvernement, ceux qui ont été déplacés ne sont pas encore autorisés à revenir. Jusqu'à nouvel ordre. Parce que la dernière fois, je m'inquiétais. Si on dit qu'il y a encore les risques sur les bâtiments ou sur la zone impactée, et que des citoyens, des sinistrés, parce qu'on nous a appris que des citoyens ont commencé à revenir, parce que certains ont été libérés, est-ce qu'une étude approfondie a permis de leur dire de venir?
Parce que si cela n'a pas été fait, ils vont venir et ils vont courir d'autres risques plus graves. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on nous demande de porter les bavettes au niveau de Kaloum, mais ce n'est pas qu'à Kaloum, on va en parler tout à l'heure avec l'étendue aujourd'hui des risques. Des pollutions avec CAPS tout à l'heure, mais il y a aujourd'hui des risques de santé qui planent sur tous les Konakrika. Parce que quand vous regardez un peu dans l'air, le ciel, vous voyez que on n'est plus, tout est obscur, on n'est plus à la normale. Et de l'autre côté, il y a les dégâts physiques provoqués par l'explosion. On dit le dernier recensement effectué par une équipe mixte de services sociaux a dénombré environ 1100 ménages affectés et pris en charge. Là, je pose la question, pris en charge, comment et depuis quand? Bon, ça, je crois, les travaux ont commencé depuis quelque temps, même si hier, nous avions, par exemple, Radio Espace, on avait un reporter qui était du côté de Kaloum, à Koronti 1, secteur Momo Camara, où les citoyens, les sinistrés, accusent leur chef de quartier de faire même basse sur les vivres qui leur sont destinés. Mais le chef de quartier s'est défendu que derrière, il y a des personnes mal intentionnées ou en tout cas ces détracteurs qui soutiendraient cette thèse. Mais aujourd'hui, il faut voir clair. Comment les sinistrés entrent en possession de ce qu'il leur a dit. Parce que ce sont les personnes de bonne volonté qui ont mobilisé les moyens pour assister d'autres Guinéens. Donc il faut aujourd'hui que cela arrive aux ayants droit. La dernière fois, on a été interpellé. On n'en a pas parlé parce qu'après, on a cherché à comprendre bien qu'est-ce qui s'est passé. Un activiste qui nous appelle. Ça, c'était le jour avant qu'on ne le dessaisisse du côté de Faisal. 3 camions militaires à bord desquels on a embarqué des vivres, destination supposée Palais du Peuple, où se trouvent les sinistrés. Mais ce qu'on nous rapporte, que les camions ne sont arrivés ni au palais, ni retournés à la mosquée Faisal. Les camions ont disparu. Est-ce qu'une réalité, est-ce vrai ou pas? Oui, est-ce qu'ils sont allés vers le dépôt? Parce qu'il y a un dépôt qui a été aménagé par le gouvernement. Ça c'est après. Ça c'était avant-hier. D'accord. Mais avant-hier, c'est pourquoi j'ai dit avant qu'on le dessaisisse de ce service. D'accord. Cela a été raconté. C'est le lendemain que cette décision des autorités a été prise pour venir prendre le contrôle de la situation, pour coordonner. Mais il faut aujourd'hui... Lorsque quelqu'un renonce à une partie de lui, à une partie de ses avoirs, pour mettre à la disposition des citoyens en situation de difficulté, il faut veiller à ce que ça arrive aux ayants droit. Et ça, on aura tout à l'heure le directeur de l'Angus, M. Lancier, qui va nous expliquer un peu le mécanisme qui est mis en place pour réceptionner tous ces dons et les suivis. Voilà, donc il faut aujourd'hui que cela soit suivi, que les chefs de quartier, les chefs de secteur soient animés d'un humanisme, du patriotisme, de comprendre que ce n'est pas en ce moment-là qu'il faut profiter. Parce que ça ne vous servira absolument à rien. Vous préparez d'ailleurs quelque chose à l'au-delà. Voilà, vous préparez quelque chose à l'au-delà. Mais après pour tout... ceux qui croient cela, non, oui. Si c'était le cas, même nos gouvernants auraient arrêté beaucoup de choses. Beaucoup croient en la mort, mais beaucoup parmi nous ne croient pas en la résurrection. Et même au jugement dernier. Bien. Ce qui fait que chacun aujourd'hui, quand il est aux affaires, fait tout pour ramasser pour lui et pour sa famille, et on s'en fout du reste. Alors, donc, je m'adressais là aux chefs de quartier, aux chefs de secteur, parce qu'ils sont les principaux interlocuteurs des autorités et même des donateurs. Parce qu'il y en a qui viennent, qui ne passent pas par les autorités, qui viennent directement vers les sinistrés. Alors, ils entrent en contact avec le chef de quartier, le chef de secteur, pour voir à qui ils peuvent, par exemple, remettre et faire des dons. Donc, il faut que vous compreniez que ce qui vient, c'est du manger. Manger le plus joli plat du monde, le plus cher au monde, c'est quelques minutes après, vous allez mettre quelque part. Oui, tout à fait. Et le ventre va réclamer. Donc, ce qui vient, donnez aux ayants droit. C'est ça. Et d'ailleurs, moi, le conseil que je donnerais
Si vous voulez donner, allez-y vers l'État ou Faisal, parce qu'à partir de là, on va essayer de transporter les colis vers les dépôts. C'est effectivement cela. Ça se donne là-bas, c'est vrai. Mais après, on a fait le recensement. Les ménages, maintenant, quand ça arrive dans les quartiers, il y a le problème. Parce qu'on nous a signalé également un camion qui aurait été vandalisé par des jeunes mal intentionnés quand on est venu pour passer à la distribution. Donc, ils ont envahi les lieux pour le faire. Je crois qu'il faut aller comprendre la gravité de la situation. Parce que ce n'est pas fini encore. Je le dis toujours, ce qui se passe à Kaloum au dépôt, les risques ne sont pas encore finis. Il y a des risques latents, il faut savoir gérer. Sur le temps. Qui pourra avoir, comme tu le dis, Djiba, qui pourra avoir des répercussions dans le temps, et c'est là il faut prévenir les dispositions. Voilà. Et long terme. À long terme, voilà. Alors Caps, on part avec vous, puisque c'est vrai qu'il y a eu des dégâts, des morts, mais aussi la question de santé publique. Il y a une évaluation préliminaire des dégâts qu'on a créés en parlant de pollution, et vous êtes intéressé à la situation. Bah oui, Djiba Minomono, et d'ailleurs ça corrobore un peu avec la sortie du porte-parole du gouvernement hier, quand il partageait ces différentes mesures-là. La première mesure d'ailleurs, ça parle du port des masques dans la commune de Kaloum. Et moi là, ce que je me dis, est-ce que ça ne devrait même pas aller au-delà de la commune, de Kaloum, revenir vers Dixine et même par la haute banlieue. Donc je pense que c'est un peu important. Et ce qui est essentiel pour ressortir et parler de cette question de santé publique, il y a l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche qui a partagé un certain nombre d'éléments par rapport à ça. Ils ont fait une cartographie des zones touchées et de ce qui en est. Donc ils ont constaté des épais nuages de fumée qui sont visibles. Est-ce que la régie, vous pouvez nous mettre un peu cette cartographie, puisque c'est déjà envoyé à Poutine? Voilà, donc je disais qu'ils avaient vu, on pouvait le percevoir, des épais nuages de fumée visibles provenant du site de la Société guinéenne des pétroles. Plus loin, ils sont allés dénombrer qu'il y a environ 6000 personnes qui vivent sous le nuage de fumée provenant de l'incendie du site industriel de la Société guinéenne de pétrole. 6000 personnes vivent sous ce nuage-là. Wow. Plus loin, et ça c'était à la date du 19 décembre. Donc disons, il y a 2 à 3 jours de cela que cette cartographie est sortie. Donc il faut dire que ça va aujourd'hui un peu plus au-delà de ça. Ils vont plus loin pour dire qu'il y a 3622 bâtiments de tout type se trouvant sous le nuage de fumée provenant du site industriel de la Société guinéenne des pétroles à la date du 19 décembre 2023. Donc 6000 personnes se retrouveraient, population vivant sous le nuage de fumée, observé 6000 personnes. 6000 personnes. Ensuite, vous dites 3622 bâtiments, structures sous le nuage de fumée observé à la date du 19 décembre. D'accord. Du 19 décembre. Oui. Donc après, il y a des structures potentielles également, des bâtiments, des zones environnantes qui sont également touchées par tout ça. Et également, ils ont pu identifier à travers cette cartographie-là, comme on le disait tantôt, il y avait des zones d'abri, il y avait des abris au niveau du palais du peuple, sur l'esplanade du palais du peuple, mais également au niveau de la mosquée Faisal aussi, on pouvait trouver ça et voir tous ces différents éléments-là. Donc Djiba Minimono, c'est pour dire encore une fois combien la situation qui est là aujourd'hui, elle est inquiétante. Donc il faut inviter les différentes populations à pouvoir faire très attention et à prendre très au sérieux ce qui est en train d'arriver, parce qu'il y a beaucoup de risques. Même pas qu'hier, il y a certaines personnes qui étaient du côté de Kaloum qui revenaient avec des céphalées. Quand vous parlez, ils disent j'ai des céphalées, je constatais que j'avais un peu de problème au niveau de la respiration, surtout ceux-là qui ont des problèmes en lien avec la sphère cardiovasculaire. Donc ils commençaient à dénoncer ces situations du genre. Je pense qu'aujourd'hui, la population doit faire très attention et prendre très au sérieux ces choses-là. Donc portons nos bavettes quand on est dans les zones environnantes. Mais je vais au-delà de ça, Djiba, pour dire que dans ce même communiqué, il ressort que le gouvernement demande à ce que les personnes évacuées ne doivent pas regagner leur habitation jusqu'à nouvel ordre. Mais la question que je me pose, si ces personnes ne vont pas là-bas, elles doivent partir où? Quelles sont les dispositions prises
pour permettre justement à ces personnes-là de ne pas pouvoir se retrouver dans ces zones-là quand ils habitaient dans des zones qui sont fortement impactées. Quelles sont aujourd'hui les mesures ou les dispositions prises pour permettre à ces gens-là de ne plus revenir à ces endroits-là? Où est-ce qu'on les amène? Vous savez, on est face à une crise multidimensionnelle qui est très complexe. Qui est humanitaire et tout. Et quand même, je sais une chose, hein, il y a eu, les gens ont été aménagés au niveau de l'esplanade du Palais du Peuple. Il y a HCR, puisqu'ils ont la compétence en cela, il y a l'OIM et toutes les autres institutions, l'OMS, qui sont venus en appoint pour essayer d'organiser tout cela. Voilà. Est-ce le bon site pour réceptionner? Oui, le débat a été posé. Le débat a été posé parce qu'il faut chercher maintenant à déplacer les gens. Actuellement, je crois, il y a avant-hier, ils étaient en train de réfléchir dans la possibilité de déplacer. Je pense qu'il faut y aller vite, chaque minute compte. Dans d'autres pays, par exemple. Voilà, nous avons la cartographie là, voilà, comme le disait Caps. Vous avez vu à l'écran, maintenant là, vous avez cette zone noire, hein, comme vous disiez, qui est touchée. Effectivement, c'est ce qu'on a réussi à voir. C'est 6000 personnes qui sont sous ces nuages-là. 3632 bâtiments également se retrouveraient dans ces différentes conditions. Vous voyez la partie noire, c'est les nuages de fumée épaisses qui sont là et qui s'étendent sur la ville. Et c'est justement ce qui pollue la nature, pollue l'atmosphère. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on exige à ce que ces populations-là portent les masques. C'est 3622 bâtiments et ils sont sous les nuages. Et justement, on évolue plus loin, il y a la zone de Kassa, hein. C'est-à-dire il y a la cartographie, si on pouvait nous montrer dans cette zone, c'est de la deuxième cartographie, la régie. C'est-à-dire, on dit île de Kassa, sous-préfecture de Kaloum, région de Conakry. À ce niveau, vous avez avant, voilà, on a là l'image CAPS, c'est-à-dire avant et après. Avant le drame, avant l'explosion du dépôt de carburant, vous voyez la partie, c'est écrit avant, les téléspectateurs peuvent le percevoir. Et vous voyez après les nuages de fumée qui sont là. Et ça, c'est l'île de Kassa. Et ça, c'est l'île de Kassa. Donc ça se déplace. Ça se déplace. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'encore une fois, il faut que la mesure, il faut une forte sensibilisation permettre à cette population-là, dans d'autres pays, de comprendre. Dans d'autres pays, c'est pas uniquement la zone où il y a le dépôt de carburant. Et qui a explosé, mais il y a un périmètre pour dire qui est fermé. Combien de mètres d'alentour qu'on doit fermer. Et justement, si on peut évoluer encore l'autre cartographie rapidement, c'est la zone industrielle. Hein. Troisième cartographie, voilà, ça c'est la zone industrielle, comme vous pouvez le voir, CAPS. C'est-à-dire, on dit avant, le dépôt ressemblait à cela, avec les 13 cubes. Et après, vous avez vu un peu les nuages de fumée. Donc, c'est une zone qui est polluée. Pour nos citoyens, il faut comprendre qu'il faut continuer à porter. Et même la couleur de l'eau. On parle de l'océan bleu. Justement, voilà. Qui a du mal aujourd'hui à être voilà. identifié. Le palais du peuple, hein, si on peut évoluer, quatrième cartographie, ça veut dire que ceux qui sont au palais, voilà. Donc, vous avez là... vous avez vu même, regardez un peu la fumée, regardez les nuages de fumée. Voilà, là c'est Faisal. Là c'est Faisal. Regardez même les nuages de fumée. Justement, c'est-à-dire avant, on a vu l'image, c'est clair, et après l'explosion, vous avez eu Faisal, il y a la fumée. Donc, c'est de dire aux citoyens qui sont au niveau de Faisal, à Dixie, dans cette zone, de porter des bavettes, car l'air est pollué. Et ceux qui sont aussi au niveau du Palais du Peuple, c'est la même chose. Avant l'image, on voit que c'est clair, et après c'est sombre. Donc, Palais du Peuple, Kassa, Kaloum, et Faisal, il faut continuer à porter les bavettes car ce sont les zones qui sont polluées pour éviter des problèmes de santé à la longue. On va marquer une courte pause, le temps d'aller avec nos obligations commerciales. On se retrouve dans un court instant. Sur Radio Espace et Espace TV, nouveau chez Adafo Média. Découvrez dès maintenant la toute nouvelle application mobile